Mais c'est bien, on va aller et là, tu peux ressortir, on va aller direct à Blue Water. Pas direct. En fait, il faut que tu redescendes. Après, il va falloir que tu fasses une boucle pour la Blue Water. Je suis pas pro, hein, moi. Je suis véhiculé en taxi. Hein. Moi, j'ai pas de voiture. T'es comme moi, genre t'es nul en sens d'orientation. Ah ouais, non, moi, c'est Waze à fond. Tu sais qu'ici, je suis, mais quand je te dis nul en sens d'orientation. Après, aussi, c'est mal signalisé à Dubaï. Hein. Ah, t'as remarqué, t'es d'accord avec moi? Il suffit que tu te trompes de route une fois pour faire un demi-tour, c'est fini. Ah, mec, et en fait, je crois que c'est qu'on n'est pas habitué aux 5, 6, 7, 8 voies, tu sais, les gros trucs. Ouais. Et du coup, parfois, tu vois, t'es tout à gauche, d'un coup, tu dois changer genre 4 ou 5 voies. Moi, je trouve que ça fait un peu bizarre. Où est-ce que... Je vais essayer de mettre quand même un Waze, du coup. Ah bah là, il va me faire aller à Blue Water, là. Non, parce que... Là, t'as mis quoi sur le... Ah bah si t'as mis Blue Water, c'est bon. Ouais, bah ouais. Allez, on sort d'ici. Hop. Ah mais c'est Cali ici, frérot. La tour est toute neuve, c'est 2021. Et par contre, c'est toi qui meubles? Non, tu peux avoir du meublé. Mais nous, on a meublé parce qu'on voulait avoir un truc à nous et que on a pris un truc sur. Je sais pas si tu connais, c'est Macan, c'est connu. C'est une startup qui a lancé ça et tu loues tes meubles. Ah, sympa. Ils appellent ça des bundles, donc tu peux louer par exemple toute ta pièce à vivre ou toute ta chambre. Donc, et t'as plusieurs gammes. Et t'as plusieurs gammes très stylées. Et si tu loues pendant plus de 24 mois, après, c'est comme si c'était un plan de paiement, c'est à toi. Ah, en fait, quand tu loues plus de 24 mois, ils te proposent un échéancier, enfin les LOA, genre. Ouais, à la fin, tu gardes les meubles. Ouais, t'as même pas besoin de payer un truc en plus, c'est juste tu gardes. Ouais, bah, en vrai, c'est logique parce que sinon, déjà, ils vont pas relouer des meubles de plus de 24 mois. C'est ça. Ouais. C'est pas mal leur modèle. Après, le truc, c'est qu'à Dubaï, il y a vraiment moyen de trouver des bons trucs meubles pas chers. Ouais, du coup, c'est moins rentable. Je pense. Ouais. Moi, je connaissais pas au début, mais en fait, tu peux limite te prendre un architecte d'intérieur. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit ici que c'était vraiment pas cher. Tu prends un mec qui te fait du sur-mesure. Tu peux même prendre des gros trucs, des roches-bobois et tout. Tu lui dis, je veux exactement ça. Ah, ils te font du copier-coller. Ah ouais, ils te font la même, des fois même en mieux. J'ai l'impression que j'ai touché. Putain. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Nous, on arrive en janvier 2024, donc 1 an et quelques mois là maintenant. C'est cool. Ouais, mec Mehdi, j'ai trop kiffé, il est super sympa. J'adore. Bah, il est venu plusieurs fois à la maison. Ouais, franchement, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un mec chill. Ouais. Je trouve qu'à Dubaï, en vrai, il y a tout, tu vois, j'ai été agréablement surpris. Les gens ils disaient oui, Dubaï, les gens ils sont superficiels, etc. Je pense qu'en fait, ça dépend, t'attires un peu qui tu es aussi. C'est ça. Et en vrai, il y a plein de gens super intéressants. Moi, je me dis, ils parlent que d'argent, les gens. Je dis, non, pas forcément. Ça dépend avec qui tu traînes aussi, les générations. Je sais pas, t'es quelle génération toi? Moi, je suis de 98. Ouais, voilà, donc on est à peu près de la même génération. T'as quel âge toi? Je suis 97, j'ai eu 28 ans. Ah ouais, t'as eu 28 ans? Ouais, mais c'est une nouvelle génération où ils sont matrixés par l'argent, tu vois. Ah, tu vois j'ai jamais fait ce rapprochement. Tu vois vraiment le gap? La nouvelle génération, ouais, ça fait un peu peur, ils sont matrixés par être millionnaires, etc. Tu vois, donc. Ils sont pas matrixés, ils sont plus dans le truc de créer quelque chose d'intéressant, ils sont juste dans le but de faire le plus vite de l'argent facile Et du coup, ils sont un peu aussi dans les intérêts beaucoup, enfin dans l'intérêt vis-à-vis des gens dans les relations. Dans les échanges. Bah nous, on s'est fait scammer plusieurs fois à Dubaï, plusieurs fois. Après, scammer dans quel sens? Je vais pas dire les noms, mais c'est des Français avec qui on a bossé, qui avaient soi-disant un business de service, qui voulaient nous aider à scaler notre agence. Ouais, mais je sais qui c'est. Et voilà quoi, donc après. Ouais, après, tu le vois comme du scam ou juste comme de la presta pas délivrée, Cali? Bah, en fait, Parce que le scam, en gros, la notion. Bon, frérot, déjà, attends, je te présente quand même parce que c'est vrai qu'on a parlé comme ça, etc. Ouais. Mais présente-toi, ça serait cool par rapport à ce que tu fais, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous suivent. Mais... Ouais, bon, on commence à être un peu suivi, mais ça reste. Vous êtes des influx maintenant. On commence à nous arrêter dans la rue, donc ça fait bizarre. Putain. On voit des petits villageois qui viennent d'un village à côté de Metz, mais. Ah ouais? Ouais. Nous, on a monté une agence avec mon frère jumeau, ça s'appelle Gemeos. Globalement, on est spécialisé dans la création de sites web flow, donc pour start-up et scale-up, donc boîte tech. On a bien grossi, on était en side project pendant 3 ans, on faisait ça à côté d'un CDI respectif. Ok. On s'est lancé, moi j'ai quitté mon CDI en décembre 2023. Et vous étiez dans le digital avant quand même? Ouais, on bossait en startup en fait. C'est pour ça qu'on connaît bien les startups. Mon frère était product designer, moi j'étais growth manager. Ah oui, donc toi t'avais le côté un peu plus market. Ouais. Et lui il faisait quoi pardon? Design, créa. Ah ouais, donc il avait le côté un peu plus design et l'approche de faut que ce soit joli, tu vois. Ouais, et même product parce que lui il a bossé dans une team de product, il était en product design donc. Ah ouais, du coup vous avez un vrai background. Voilà, donc on a vraiment une complémentarité qui est vraiment stylée. C'est fou de bosser entre frères, en plus c'est cool. Il a quel âge ton frère? Ben c'est mon frère jumeau, donc pour le coup il a le même âge que moi. Putain, et vrai jumeau, genre vous vous ressemblez vraiment? Ouais, je pense. Ben après les gens nous reconnaissent avec le temps, mais on a des petits traits de caractère et des traits visuels différents, mais globalement. En vrai, c'est ça, c'est ce que je disais. Je pense entreprendre avec son frère, ça doit être très dur. Mais frère jumeau, ça n'a rien à voir de frère normal. Bah nous c'est différent vu qu'on a toujours tout fait à deux, tu vois. Puis vous êtes jumeaux, frère. On est jumeaux. Donc en vrai, jumeaux, vous avez, je sais pas comment ça marche, mais vous avez quasiment le même ADN entre guillemets. Je crois que j'en parlais justement il y a quelques jours de ça. Ouais. Genre les jumeaux, ils sont super, vous êtes proches quoi. Enfin, c'est beaucoup plus que des frères. Moi, par exemple, mon frère, je m'entends très bien avec lui. Attention. Ouais.
En réalité, les jumeaux, souvent, vous êtes très, 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 très proches, tu vois. Vous allez tout vous raconter, etc. Alors que moi, mon frère, je l'adore, mais je vais pas lui raconter toute ma vie non plus, tu vois. C'est différent, ouais. Et même différent. Des fois, on n'a même pas besoin de se raconter les choses parce qu'on comprend, tu vois. On vit la même chose, on vit les mêmes émotions. Putain, c'est incroyable. Après, on a quand même des différences, attention, tu vois. On oui, n'est pas copier-coller, on a chacun notre caractère et c'est quand même deux personnes différentes dans le sens. Mais après, voilà, on a quand même beaucoup de points de ressemblance et on est animés par les mêmes choses. Et en plus, du coup, on a vraiment un scope différent, un scope de compétences différents qui font que, du coup, on n'empiète pas l'un sur l'autre. Et du coup, il n'y a pas de sujet, tu vois, de discorde ou tu vois, ça peut arriver. Tu vois, en général, les sujets de conflit, c'est quand t'en as un qui empiète sur l'autre, un qui n'est pas d'accord, et vu qu'on a chacun notre scope et qu'en gros, on est honneur de notre scope, il n'y a pas de sujet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, donc vous avez lancé ça, vous vous êtes dit, let's go, on lance ça après. Ouais. Et c'était quand du coup que vous l'avez lancé l'agence? Donc on l'a lancé septembre 2021. Okay. Donc 2022-2023, c'était en gros en side project, quoi. On fait 50 000 la première année, on fait 100 000 la deuxième. Et vous faisiez tout au début, vous? On faisait tout, ouais. Donc c'est ça que tu vois que j'aime bien. Et c'est un truc de fou, mec, mais dans tous mes potes que je vois qui ont des agences qui marchent plutôt bien, à la base, on va pas se mentir, on faisait tout. Ah ben, nous on a... Et en vrai, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment monter une agence forte si à la base, tu connaissais rien du truc, etc., ou t'as jamais mis les mains dedans? Aujourd'hui, les gens, ils croient trop que tu peux... Je dis pas, je pense qu'il y a des opportunités aujourd'hui, tu vois, même en drop service, etc., tu peux gagner peut-être un peu d'argent pour te lancer. Mais la réalité, c'est que si tu veux vraiment construire, monter, t'es obligé de build sur une compétence. C'est super dur sinon. C'est ça. Moi, indirectement, toutes mes agences ont fait de la vidéo, tu vois, et à la base, ma passion, c'était le cinéma et la vidéo. Et en vrai, j'ai build on, tu vois, j'ai commencé à 14 ans, je faisais de la vidéo, et parfois, je reviens en arrière et je dis, en fait, si j'avais pas ces skills-là, je n'en serais pas là où j'en suis, même si aujourd'hui, c'est plus du business que de la vidéo, tu vois. Et je pense que ça, les gens, ils se font voir vachement là-dessus. Ils pensent que... C'est ça, en fait, des fois, ils voient une niche, ils sautent à fond dessus, sauf que pour être bon dans ta niche, il faut déjà que tu aies une expérience, tu vois. Nous, on a poncé 50 startups, on a bossé pendant 4 ans dans un métier où on a appris, on s'est formé sur le tas, on a été autodidacte, pendant 2 ans, on a charbonné aussi à l'agence au début, les week-ends et les soirs après le taf en CDI pour pouvoir lancer le truc. On n'a pas eu de vacances, ou dès qu'on est parti en vacances, c'était pas des vraies vacances parce qu'au final, vu qu'on était que nous dans l'opérationnel au début, en fait, c'était juste du hustle et l'année dernière, on était à Bali, tu vois, le mois d'août, on n'a pas vu Bali, tu vois. Mais parce qu'on savait justement qu'il fallait payer ce prix-là et puis, si tu sais pas faire, comment tu sais déléguer, tu vois. Je trouve que c'est assez compliqué. Ou alors, pour le coup, c'est des approches différentes, vraiment avec du capital ou des capitaux. Et c'est une approche vraiment, je trouve, orientée plus... Excuse-moi. C'est une approche plus orientée genre invest. Tu vois, genre je mets de l'argent et je fais travailler des gens. Et ça, c'est smart aussi. Hein. J'ai plein de potes qui sont un peu sur cette approche, tu vois. Souvent, les gens d'ailleurs dans des familles, etc., où ils investissent, où ils ont déjà de l'argent de base, ils sont vachement sur cette logique de levier, tu vois, d'investissement et de gestion des gens. Mais c'est vrai que ça marche, mais pas en bootstrap. Non, compliqué. Ça marche quand il faut des fonds. Quand tout de suite t'arrives, tu crées un business model et tu mets de l'argent. Pour recruter des bonnes personnes, forcément. D'ailleurs, c'est même pas le même boulot, j'ai envie de dire. Non, mais en fait, c'est des compétences totalement différentes. Ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même des gens qui ont gagné que de l'argent comme ça dans leur vie. Hein. Et c'est très bien, tu vois. Enfin, c'est un skill à avoir, tu vois. Mais moi, je vois trop de gens qui veulent faire du service, mais qui n'ont pas encore les compétences, tu vois. Donc c'est complexe à un moment donné. T'en penses quoi de ça? Moi, en gros, mon avis, je pense qu'on peut gagner un peu d'argent dans le service au début. On peut être freelance, gagner un peu d'argent en étant un peu smart, sans forcément maîtriser un service, en revendant des services, etc. Et en amenant peut-être un œil un peu plus market que des gens vont pas avoir, ou un œil un peu plus vente. Si tu es un bon vendeur, en général, tu comprends à peu près aussi le marketing. Et sous-traiter, mais je pense que tu peux pas vraiment faire un gros truc, tu vois. Mais tu peux bricoler comme ça au début, pour commencer. Ou alors, tu peux avoir aussi l'approche du mec qui est pas du tout bon en vente, un peu introverti, et qui va développer un petit skills de montage ou de site ou peu importe, et qui lui, du coup, va plus actionner sur un travail qu'il fait lui-même. Ouais, moi les deux, je suis ok. Hein. Les deux, je trouve que c'est très bien. Les deux peuvent marcher. Les deux peuvent marcher. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est se mentir de penser que avec l'option que une ou que deux, tu peux vraiment. Ouais, non, trop compliqué. Il faut les deux en fait pour pouvoir vraiment. Ou alors au début, t'es pas forcément compétent. Du coup, tu délègues. Moi, quand je dis ça, je pense un peu à Mehdi justement, parce que du coup, il gère pas la 3D, mais il commence à scale un peu son agence là de FOH. Et ça se passe plutôt bien parce qu'il me dit je suis nul en 3D, je sais pas faire, mais il comprend quand même, tu vois. Il comprend et en vrai ses clients ils achètent pas de la 3D, ils achètent du contenu un peu sexy qui marche, qui est un peu joli. En fait c'est du market, c'est du branding. Donc en réalité il y a plus de valeur là-dedans que dans le contenu en lui-même. Sinon ils iraient direct sur Upwork, ils prendraient les mecs en 3D qui comprennent rien et qui vont leur sortir un truc genre what the fuck, ils vont leur dire mais vous avez pété un câble. En vrai.
Ouais, non, mais de ouf. Ouais. Donc, c'est ça aussi sa plus-value. Putain, mais c'est trop cool. Et du coup, oui, quand t'es arrivé ici, donc tu parlais, après je t'ai coupé, mais tu parlais tu disais, tu t'es un peu scammer, etc. Genre, Ouais, bah ça c'était l'année dernière en août. Enfin, tu vois, on avait fait nos plus gros mois justement à Bali et le mois d'avant, mai-juin. Ouais. Et on s'est dit on va investir un peu parce que voilà, on sait tous qu'il faut investir pour avancer. On s'est dit on va se faire aider un peu sur certains points. Ouais, mais comment vous êtes dit que ces gens-là, ils étaient fiables? Moi, je sais pas, ces gens-là depuis le début, genre, non, mais c'est je des vois, erreurs. je vois que, enfin, genre, ça se voit qu'ils ont pas d'argent. C'est des erreurs. Après, on a appris de ça. Tu vois, c'est des erreurs. C'est que nous, on s'est fait avoir parce qu'il est très bon en marketing. On a tissé un peu des liens d'amitié dans le sens où il est venu à la maison, tu vois, il habitait dans la même tour, il est venu dans la maison, on a fait un ping-pong, on a fait un paddle. Ouais, vous avez dit le mec, vas-y, Kali, quoi, il va nous aider, quoi. Et voilà, tu vois, je me dis. Mais peut-être que le mec avait vraiment envie de vous aider, en vrai. Non, parce que quand tu envoies tes premiers livrables un mois et demi après, que c'est un vieux Typeform où il y a 40 fautes d'orthographe et qu'on te dit je vais fluidifier tes process alors que t'as même pas pris 30 secondes pour connaître mes process, il y a un problème, tu vois. Donc, ouais, en fait, c'est juste des gens, ils vendent des trucs mais qui savent pas faire, c'est ça? Ouais, en fait, je pense que c'est pas. Moi, je pense pas que c'est dans l'intention vraiment d'arnaquer. Ah si, toi, tu l'as ressenti comme ça à la fin. Moi, en fait, je pense que c'est. Ou la personne s'en bat les couilles en fait. Non, je pense pas que c'est à ce niveau. Je pense juste que c'est pas non plus, je pense, 100% mal intentionné. Je pense juste que c'est la nouvelle génération qui veut juste faire de l'argent vite, donc ils mettent tous leurs efforts en marketing. Et en vrai, ouais, tu sais que mec, c'est vrai que moi, je me suis. Après, voilà, je crache jamais dans la soupe et tout. Et en vrai, c'est si des gens sont malins, ils arrivent à truc. Mais moi, il y a un truc qui m'a fasciné, même c'est dans les formations des trucs d'agence. Ouais. Des gens qui n'ont jamais eu d'agence qui vendent des formations alors que déjà ils savent même pas qu'ils doivent payer la TVA. Genre ils sont ici, ils vendent des formations qu'à des Français. Ouais. Aucun de leurs clients n'a de numéro de TVA, donc ils peuvent rien auto-liquider. Et les mecs, putain merde, a duré égal. Et les mecs en fait te disent je vais t'aider à lancer un business. Mais en fait, à quel moment tu peux aider à quelqu'un à lancer un business alors que toi déjà tu ne sais même pas que la loi t'impose à collecter de la TVA parce que tes acheteurs ils sont en France, ils n'ont pas de numéro de TVA et c'est de la formation ou du conseil. Et la formation et le conseil, la TVA, elle est sur le sol de l'acheteur. Enfin, je veux dire, n'importe quel avocat fiscaliste, enfin, n'importe quel comptable qui est spécialisé en international ou quelqu'un de spécialisé en TVA te dira que le conseil et la formation, et les produits digitaux et les produits physiques, c'est le sol de l'acheteur. Enfin, tout le monde sait ça. Toi, t'es en B2B, donc tu t'en fous. Ils ont des numéros de TVA, tes clients. Mais, enfin, moi, ça me choquait, tu vois. Je me disais, mais comment tu peux aider des gens à monter un business alors que même toi, tu fraudes? Ah mais ils sont incompétents. Nous on a un mec il y a un mec qui nous a contacté là sur LinkedIn. Sacha et moi, il nous spam, il arrête pas de nous. Et son profil LinkedIn, c'est j'aide les agences à scaler jusqu'à 200K mensuels. Et nous, il nous écrit dans le sens est-ce que je peux prendre un call avec vous parce que j'ai besoin de comprendre le modèle agence pour voir un peu comment je peux aider mes clients. J'ai besoin de conseils et tout. Enfin, il a pas eu d'agence le mec. Non, en fait ouais, c'est abusé. Il veut vendre un service en fait, tu vois, il veut vendre un service mais dont il n'a pas les compétences, tu vois, genre il a aucun knowledge, il a aucun track record dans le milieu des agences. Enfin. Ouais, c'est un peu un fléau, hein, ces trucs. Mais tu sais qu'apparemment ça se casse grave la gueule. Ouais, ils font plus d'oseille. Hein. Moi, tout le monde m'a dit que c'est la banqueroute là. Oui, bah oui. On le voit très bien. En fait, ils ont tellement essoré le marché. En fait, c'est le dropshipping V2 où maintenant ça se sait que. Moi, je le vois parce que j'ai réfléchi à lancer un truc là-dedans et en fait j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux prospects types, j'ai vu ils étaient fermés les gens. Ouais, c'est fini. Ils ont peur en fait. Je pense qu'il y a du business à faire, mais déjà la profondeur, je sais pas si c'est un marché très très profond premièrement. Ouais. Et de deux, c'est des gens maintenant qui ont vraiment peur. Donc il faut vraiment pouvoir proposer quelque chose d'assez spécifique. Ouais. Et en fait, il faut vraiment s'y mettre et injecter du temps pour le faire. Et c'est pas nécessairement une activité où tu vas faire du 90% de marge parce que tu vas devoir beaucoup injecter avant de récupérer. Ouais. Et au final, c'est des business aujourd'hui, je trouve, avec des barrières d'entrée. Moi, je réfléchis et tout, personal branding, machin et tout. Si c'est pas juste pour vendre des trucs de ton agence, tu veux vraiment lancer des trucs format, etc. Ouais. Les barrières à l'entrée, il faut envoyer de l'argent sur la table avant d'arriver à en gagner. Il y a des gros enjeux de trust maintenant, vu qu'il y a eu tellement de personnes pas pertinentes. Et du coup, comment tu crées ton trust? Il faut que tu aies un track record. Comment tu as un track record? En fait, il faut surtout que tu vendes un produit qui aide les gens. Voilà. En fait, tu n'as même pas le choix. Il faut que tu aies une satisfaction client de fou. Il faut que les gens ils soient satisfaits. Il faut que les gens aient la possibilité de racheter aussi. Parce que les mecs, ils créent des business, genre ils vendent une fois, ils revendent plus jamais. Que du one shot. Toi, tu as de la reco, tu as des clients, je pose derrière, qui te recommandent, ils t'ont commandé une LP, ils disent vas-y, je vais faire une autre page. Ah ouais, nous, nos clients, ils ont plein de trucs. On a une strat où on les fait peut-être, des fois, tu vois, les gens, ils veulent juste les faire rentrer par la grande porte, nous, on les fait rentrer par la petite porte avec un devis un peu plus bas. Et ensuite, je sais que de toute manière, ils vont être contents et en fait, il y aura de l'upsell dans tous les sens. Ils vont être. En fait, en vrai, moi, ça dépend. J'ai plusieurs agences, mais sur mon agence qui tourne le plus. Merde. Merci. Sur mon agence qui tourne le plus où je fais de l'ADS, en fait, c'est un peu différent parce que vu que j'ai de l'abonnement derrière. Ouais.
tu vois, mais je comprends, tu vois, sur un business comme le tien, même si je pense que tu as de l'abonnement, tu as beaucoup plus intérêt à être. Souvent, toi, c'est des business de one shot, les sites. Mec, ils arrivent, ils t'étalent un devis, t'allument en 4. C'est ça. Et après, il ne travaillera plus avec toi parce que de toute façon, une fois que le mec il a le site. Et toi, peut-être tu construis des écosystèmes. Explique-moi, ça m'intéresse. Parce que toi, tu vends du full custom. Ouais, full custom. Tu vends vraiment un travail. Moi, j'ai une des agences, on vend des sites, mais bro, c'est pas du tout ce que vous faites vous. Tu vois, on n'a pas la même cible. Ouais, genre, on fait de la petite PME et le mec qui a moins de 5000, on lui vend un WordPress, on délègue et on sous-traite. Et le mec qui a 5000, on lui vend un Webflow. Mais le mec qui vient, qui fait du full custom, bro, ça m'est arrivé par contre sur mon agence créa d'en vendre. Mais par contre, je sous-traite à 100%. Et je le dis au client. Je lui dis, moi, je vous fais vraiment la partie créa et strat. Ouais. Par contre, derrière, je sous-traite à 100% à des prestataires ou même des agences, tu vois. Ouais, mais t'as peut-être des agences, toi, qui bossent avec toi? Non, on en a pas mal, mais c'est des agences françaises. Ouais, t'as des agences françaises, genre qui, par exemple, vont vendre un projet web à un client en 360 à peut-être 50 ou 70 ou peut-être 100K, je sais pas ce qu'ils leur vendent. Ouais. Et derrière, juste, ils veulent toute la partie technique opérationnelle avec un œil créa quand même. Ouais. Et ils vous sous-traitent. Ouais, nous, on en a pas mal, hein, on en a une dizaine. Hein, et même des agences qui n'ont pas le scope. Et juste, si ça les intéresse pas, ils te filent en apport. On a un scope complémentaire et du coup, pour monter sur un appel d'offres un peu plus large, et du coup, on fait une offre croisée. Où on est croisée, où on prend la partie website, ils prennent la partie SEO, où ils prennent la partie product et nous, on prend la partie website. Enfin, tu vois, du coup, c'est plutôt cool. On a aussi des agences qui font que de la brand. Et du coup, après, on prend la brand, on fait design dev, enfin, tu vois. Putain, c'est trop bien en vrai. Et là, on est en train de créer des nouvelles offres parce que tu vois, c'est cool d'avoir du one shot, mais c'est bien d'avoir du récurrent, tu vois. Donc, c'est ça sur les sites. Et vous, de toute façon, tout ce qui est, c'est quoi? C'est le trafic en fait. Trafic payant, trafic organique. Ouais. Surtout Google. Parce qu'en vrai, est-ce qu'un client qui achète un site, derrière, il est chaud à faire confiance à l'agence qui a fait le site pour du trafic genre non intentionnel, enfin du trafic type Facebook? Je pense que c'est vraiment une approche différente. C'est autre chose. Ça, on a des partenaires, du coup, on délègue. Ça, je veux dire, on fait de l'apport d'affaires, on partage le lead, quoi. Ouais. Nous, c'est plus du SEO. On va venir upsell et des missions plus accompagnement long terme sur des boîtes où il y a beaucoup d'enjeux de modification sur le site. Tu vois, on a des clients où en fait toutes les semaines ils lancent une nouvelle offre, ou ils lancent une nouvelle landing page. Ah oui, tu ce côté aussi marketing. Ouais. Et du coup, nous, on a vraiment, en gros, on est leur équipe marketing externalisée. Donc en gros, tu peux actionner à tout moment un web développeur. Il y a j'ai un client récemment là qui m'a dit qu'il bossait avec un collectif comme ça de freelance qui fait un peu ça. Ouais, il y en a plein. Bulldozer. Bulldozer, c'est les plus gros. Ils sont pas mal connus, non? C'est très gros, ouais. Je crois qu'ils sont. En fait, c'est Jordan Chevalier. C'est quoi? C'est une société en haut ou? À la base, c'était juste un truc. C'était juste vraiment un collectif de freelance. Mais petit à petit, là, il commence à être trop gros. Donc le modèle, il fonctionne plus très bien en collectif. Après, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais ça commence à être un peu plus société. Ils sont, je crois, 200 dans le collectif. Ah ouais. Et là, ils viennent d'acheter des locaux. Enfin, je crois qu'ils louent des locaux dans Paris, Paris 1er, je crois. Donc, ça commence à être sérieux. Nous, on est souvent en appel d'offres contre eux, tu vois. Par exemple. Moi, j'ai récupéré des clients là en ads qui étaient chez eux, mais en fait, je crois qu'ils leur ont laissé le media buying, mais ils nous filent tout le contenu. Ils me disaient que le contenu, ils n'arrivaient pas trop. Ouais. Après, si c'est vraiment du collectif, ça peut être dur quand il y a beaucoup de parties prenantes à mettre tout le monde peut-être d'accord. Je sais pas. Après, ils doivent sûrement des process. En vrai. Ouais, en fait, il y a aussi un enjeu de trust parce qu'à la base, tu vois, les collectifs, ce qui était intéressant par rapport justement aux agents, c'est que c'était en mode, t'as que des freelances A-players qui bossent pour toi. Ouais. Sauf que maintenant, ça c'est un peu du marketing, on va pas se mentir. Maintenant, délèguent à des petits. Bah ouais, on va pas se mentir, c'est pas scalable si tu fais ça. Bah, c'est impossible. Ouais. Voilà. Donc en vrai, la voiture est magnifique. C'est la voiture de mes rêves, Aston Martin comme ça. Derrière? Ouais. Ah oui, elle est belle. Ouais, des B12 Vantage. Ouais, magnifique. Volante, pardon. Genre, mais c'est plus joli en pas cabriolet. Bon, après, je suis pas un gros fan de voiture, en vrai, moi. Ah ouais? J'aime bien, tu vois, pour rouler, mais je suis pas un passionné qui connaît les moteurs, les machins, tu vois. Ouais, moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis pas non plus le grand passionné. C'est la deuxième fois, mec, que je viens sur la Palme. Je trouve je suis venu là parce que vu que là, on est en fin de journée, qu'il y a plus trop de lumière, je me dis au moins, on a une vue pas mal sur la caméra là-haut. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ton frère, du coup, il se filme aussi ou il est moins caméra que toi? Il est moins caméra que moi de base, mais il se filme aussi parce que du coup, c'est important qu'on soit tous les deux. Ouais, en plus, vous, c'est votre stratégie, c'est une stratégie, même ça vous ramène de l'acquise, non? Ouais. En fait, ça nous ramène pas mal de leads en vrai. C'est incroyable. Cool. Hein. Ouais. C'est de la lead gen B2B en contenu organique. Ouais. C'est une grosse tendance. Hein. D'ailleurs, aux States, ils le font tous. À chaque fois que je prends un SaaS aux States ou un logo soft, souvent, ils ont des vidéos YouTube. Genre là, j'ai pris Instantly. Ouais. Je sais pas si tu vois, sur l'email marketing. Ouais, là. Ça me parle, Et le founder, il fait ça. Bah, tu regardes même Guillaume de Lemlist. Ouais, Guillaume. Mais Guillaume. À fond, là. Ouais, mais à la base, il faisait vraiment personal branding, plus orienté B2C. B2C, ouais. Et après, il a commencé à mettre en avant son SaaS, non? Bah, à la base, il était que sur le marché américain, il faisait pas de contenu en français.
Et là, il commence un peu à vraiment faire sur le marché français. Après, il a fini le game, donc c'est plus. T'en penses quoi de l'Emlist? Moi, je l'ai utilisé pas mal, j'aime bien. Ouais. Moi, je l'utilisais pas mal, mais je trouve ces derniers temps, Ah, ça fait longtemps que j'ai plus utilisé par contre. Ouais, je trouve que c'est un peu devenu une usine le truc. Franchement, Instantly sur la fonctionnalité franchement sur les emails, ils ont fait un truc fort. En gros, sur Instantly, tu peux aujourd'hui, ils ont un partenariat avec, je sais pas avec qui. T'achètes ton domaine, ils te proposent des domaines. Ouais. T'achètes le domaine sur Instantly. Ils te l'auto-setup. Ah ouais. Ils te mettent 5 adresses mail. Donc tu tapes des adresses mail. Ils te créent 5 emails. Okay. Genre, moi j'ai un commercial qui s'appelle Lucas Delatour. Ils vont te créer lucas.d, d.lucas, l.lu.delatour. Ils vont t'en créer 5 comme ça. Ils vont te chauffer les 5. Ah putain, ouais. Et ensuite, ils vont t'envoyer avec. Et ils vont encore plus loin. Il peut te faire ça. Il peut t'acheter par exemple 3 domaines qui se ressemblent. Il va t'en héberger un chez Google Domain, un chez Microsoft, un chez Oracle. Il va les héberger. Ensuite, il va détecter quand tu vas lui charger les leads, si c'est chez tel hébergeur, et il va envoyer avec l'adresse mail du même hébergeur pour optimiser la délivrabilité. Ça, franchement, c'est vraiment une fonctionnalité game changer. Par contre, leur fonctionnalité de sourcing de leads, genre, elle est nulle à chier. J'ai essayé, j'avais que du bounce, que des emails pas valides et tout. Et pour les emails, franchement, moi, après, si tu utilises plus trop, moi, ce que j'utilise le plus aujourd'hui, enfin, mes équipes, ils utilisent Casper. Casper, ouais. Ouais, c'est un peu du manuel, mais par contre, en termes de qualité, en termes de ciblage, en termes de qualité, c'est cher, mais aujourd'hui, je trouve qu'en email marketing, le bourrin, ça marche plus. Ouais, de toute façon, ça marche plus l'email marketing. Non, je trouve qu'il faut, aujourd'hui, en email marketing, il faut vraiment amener des trucs genre. Et tu fais call call aussi, parce que Casper, tu peux aussi récupérer le numéro de téléphone. Ouais, mais en vrai, call call, c'est intrusif quand même. Hein. Ouais. Moi, sur mes cibles, après, j'ai plusieurs, suivant les agences, en tout cas, sur Rocketvid, qui est l'agence un peu où je communique le plus, là où on fait le plus. Nos prospects, tu vois, franchement, j'avais pris des agences, mec, qui faisaient de la prospection externalisée, mec, ils bookaient du rendez-vous, ça closait jamais, mec. Ouais, c'est du lead pas qualifié. Ouais. Bah, en fait, c'est du lead qualifié, mais qui a pas de projet, quoi, en cours. Okay. Donc, en vrai, tu fais des appels pour faire des appels, c'est du pipeline pour faire du pipeline. C'est relou, tu vois, en vrai. Bah, t'as mieux à faire à aller target plutôt. Ouais, moi, je fais pas mal d'ads. Ouais. En Facebook? Ouais, Meta Ads, mec. Et franchement, ça marche. Ouais, pas les grands comptes. Hein. T'auras pas de grands comptes. Ah bah moi j'ai pris du déchet après nous, c'est parce qu'on avait. C'est pas forcément. C'est dur de target de la startup. Je les ai vus tes ads. Ah, c'était pas dingue. Hein. Mais bon, après, on va. Bah, je sais avec qui t'es. Je pense savoir avec qui t'es passé. Le problème, c'est que ces gens-là, en fait, c'est pas méchant. Hein. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Hein. Surtout pour l'âge de la personne. Mais d'ailleurs, je te dis ça se trouve, je me trompe de personne, mais j'ai vu le style un peu des vidéos. Le problème, ces gens-là, et je récupère plein de leurs clients. C'est que voilà, ils vendent un format, mais le marketing, c'est pas ça. Le problème, c'est que dès que j'ai vu ton format, tu sais qu'en plus, je me suis posé la question, mais pourquoi ils font ça comme ads? Ouais. Je dis parce qu'en fait, le discours, les personnes qu'il y a dedans, etc., je savais que t'allais attirer que des gens pas du tout adaptés à ta cible. Ouais. T'allais attirer des gens qui veulent faire un site à 500 ou 1000 balles. C'est ça, peut-être 2000 balles. C'est ça que t'as eu? Ouais. Franchement, c'était que du budget moins de 5000 et quand je te dis moins de 5000, c'est plus près des 2000 que. Mais c'est normal, t'as vu le discours? Ouais, non. T'as vu le format? En vrai, j'aurais pu m'en douter. Hein. Oui, maintenant que t'as fait, tu te dis c'est logique. En fait, je trouvais ça tellement pas cher. Je me suis dit, c'est quoi? Ouais. Oui, mais t'as payé des vidéos en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas payé une stratégie. Après, bon, il y a aussi ce que j'ai bid en ads, ça m'a coûté aussi de l'argent, mais en soi, c'est pas. Écoute, t'as essayé. Ouais. En vrai, moi, en termes d'ads, ce que je peux recommander, c'est que pour toucher des indépendants, c'est bien. Pour toucher des petits budgets, c'est bien. Pour toucher des petites boîtes, c'est bien. Ouais. Mais par contre, les grands comptes et les grosses startups. Tu vois que j'ai parfois du lead startup. Hein, startup, c'est possible. Mais startup, moi, j'ai surtout en email. En email, ça marche bien. Et je pense qu'en contenu organique, comme tu fais, même LinkedIn et tout, c'est vraiment bien. Nous, c'est full organique. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, on va commencer à faire un peu de prosp, tu vois, parce que j'en ai marre d'être dépendant de l'inbound. Mais l'inbound, en fait, moi, je trouve ça un peu stressant. C'est ça, c'est que tu n'as pas la main. Tu vois, toi, tu sais que si tu envoies tant d'emails. Moi, l'inbound, j'aime. Ouais, exactement. Dans l'email, en vrai, tu vois, sur Rocketvid, une boîte comme Rocketvid, quand tu as des bons questions, même toi, frérot, ça, c'est typique. L'email bien fait, mec, tu arrives à rentrer, ça dépend après le volume que tu as envie de rentrer, en vrai. Hein. Tout dépend des projets, tout dépend des trucs, mais tu peux rentrer genre 3 bons projets déjà sûrs par mois, tu vois. Ouais. En vrai, c'est bien. Si c'est des bons projets. Si c'est des projets à 10-15K, mec, moi, par exemple, c'est ça. Tu vois, sur l'email, j'arrive à rentrer 3 bons projets par mois. Quand je dis bons projets, c'est des projets qui commencent, tu vois, à 10-15K et que derrière, j'ai potentialité de travailler que sur un an. Ouais. Ça, c'est un bon projet, tu vois, pour moi. Et ensuite. En plus, ça coûte pas très cher l'emailing. L'emailing, franchement, je fais tout en interne, donc ça me coûte rien. Ouais, voilà. Et je te donnerai si tu veux ma strat. Je vais pas la donner en vidéo, parce qu'elle va plus marcher, mais je te la donnerai, frérot. Et en gros, l'emailing, ça marche, mais il faut que tu aies quelqu'un qui cible les leads exactement. Sinon, ça marche pas. Ouais. En gros, si tu fais du bourrin, tu sors une liste de 2000 et que tu envoies, ça marche pas. Il faut que tu aies un mec qui, même toi, limite, moi, je le fais faire par le directeur de l'agence. Et du coup, il sait quelle est notre typologie de client type, tu vois. Ouais. Là, ça marche. Là, il va aller cibler, tu vois, 200 leads par 200 leads.
Vraiment bien ciblé. Et comment tu personnalises ton email ensuite? Ben, ça, je t'expliquerai. Ah, ok. Je veux pas le dire parce que les mecs, ils vont tous le lancer, ils vont mal le lancer et après, ça va plus marcher. Ouais, parce qu'on sait tous qu'il faut personnaliser. On a la même cible, bro. Notre cible, elle est pas non plus extra large. Tu vois, potentiellement, il y a 2-3 000 clients potentiels. Sur la cible dont on parle là, si je commence à dire ça dans une vidéo YouTube. Vous êtes combien, vous, dans l'agence? En gros, moi, j'étais monté à 17 en full time en France. Ok. Et sur toutes mes agences, et mec, j'étais plus rentable. Genre, je perdais de l'argent. Ouais, mais c'est dur. Hein, j'ai dit, vas-y, j'arrête tout ce modèle. Et c'est pour ça que voilà, je le vois. Après, je pense, tu vois, on a le même âge quasiment, donc on a déjà entrepris depuis un petit moment. Parfois, je vois des jeunes et tout qui se lancent, etc. Ils regardent beaucoup le CA. Et il y a beaucoup de gens en France qui travaillent pour la gloire et qui travaillent pour avoir des bureaux, des employés et un peu des gens sous leurs ordres, tu vois. Et moi, je l'ai jamais fait pour ça, mais je me suis un peu fait prendre à ce piège. Après, ça m'a plus intéressé. J'ai dit, moi, je regarde que le bénéf. Ouais. Donc, en gros, j'ai vachement réduit. J'ai mis 1 à 2 personnes en interne par agence et je sous-traite tout. Ouais. Mais par contre, j'ai un vrai réseau de sous-traitants, tu vois. Un vrai truc propre. Je sous-traite tout, mec. La gestion de projet et la production. Ok. Ouais. Et en interne, je mets que les stratégies et les responsables. Les responsables et la comptabilité, tu vois, et le juridique. Ouais, ok. Voilà, c'est tout. Et profil FR ou tu délocalises aussi un peu? Ouais, j'aime pas trop délocaliser en vrai. Je fais beaucoup de profils en Europe, tu vois. Ouais, ok. Ouais, en vrai, les gens qui te font croire que tu prends dans des pays vraiment... Après, tu vois, par exemple, en Europe, les designers, t'auras pas mieux que les Ukrainiens. Enfin, les pays de l'Est sont trop forts en design, par exemple. Ah oui, voilà. Non, mais sur l'Europe. Ouais, sur l'Europe, ouais. Ouais, sur l'Europe, ouais. Voilà. Non, les Ukrainiens, ils sont très bons là-dedans. Même les gens d'Europe de l'Est, globalement, regardent en 3D, sur tous ces trucs-là, en général, ils sont bons. Ouais. Le problème, c'est qu'ils font des bons designs, mais si derrière, t'as pas quelqu'un qui donne un œil un peu market, un peu stratégique, ils font des designs juste beaux, mais ça marche pas, quoi. Ben, c'est un peu ça. C'est les fameux ça fait placo, quoi. Les designers Twitter, quoi. Ouais. C'est les designers de template, en fait, les mecs. Et c'est un peu le problème. Donc en gros, j'ai structuré comme ça et en gros, je sous-traite les chefs de projet. Ouais. Mais là, le chef de projet, ça commence à j'envoie trop de volume à la personne avec qui on bosse, qui a son agence. Et du coup là, je vais monter une agence de chef de projet dans mon groupe. Ah ouais, putain. Mais tu sais que c'est un business de fou, chef de projet internalisé. Parce qu'en gros, ma cible, ça va être les petites agences qui font moins de 50 000 euros par mois. Ouais. Et les gros clients, on prend 8% du chiffre d'affaires. Bah, et les petits clients, on prend 12% du deal, mec. Je te rends compte. Ok. Et bro, là, j'ai déjà au moins 20 ou 30 personnes qui veulent travailler avec ça. Les petits, ils n'arrivent pas, tu vois. Ils savent pas gérer les projets. En interne, ça coûte trop cher parce que du coup, si t'as pas de volume, t'es mort. Ouais, t'es mort. Tu payes quoi? T'es mort. Et c'est un beau... Il y a vraiment des manières de gérer un projet, tu vois. Mais tu vois, sur un truc aussi quali que toi, ça marcherait pas parce qu'en fait, ça marche sur les trucs pas trop quali, les services un peu qui sont facilement standardisables en termes de gestion de projet. Ouais. Sur des trucs comme ça où il y a beaucoup de custom, beaucoup d'allers-retours, etc. Il faut vraiment quelqu'un qui connaît le domaine. Il faut un mec expert, tu vois, parce qu'il doit venir en plus guider le client. C'est pas juste te donner des deadlines, te donner des timelines et te dire, tu vois... Exactement. Parce que tu as du client qui est éduqué, qui est exigeant, mine de rien. Quand en face, ton interlocuteur, c'est l'head of growth ou l'head of marketing d'une startup qui a... Bah, en fait, je connais fort et j'ai envie de tourner et j'ai pas envie de me faire rentrer dedans. En fait, c'est quand ils sont chauds. Ça roule. Dubaï, c'est fort, le mec, là. En fait, quand t'as des clients comme ça, t'as des acheteurs éduqués. Les mecs, ils ont des master bac plus 5, ils sont pas bêtes, tu vois. Ils sont pas bêtes. Mais email, mec, chez la strat, franchement, c'est bien. Et moi, franchement, ads, j'arrive à récupérer vraiment du bon lead. Par contre, j'ai une gamme un peu inférieure. Ouais. Une typologie de clients, en tout cas, qui est moins quali. Mais j'arrive quand même à leur vendre des beaux petits packs, hein, pour commencer, je dirais entre 9 et 13 000. Ah, c'est bien. C'est bien. Ouais. Après, je fais du paiement 3 fois. Ouais, moi, j'ai une offre qui s'appelle le sprint sur Rocketvid sur 3 mois. Ouais. Du coup, en gros, je te teste des créas, je te lance des contenus, je te fais de la statique, de la créative que j'appelle UGC, mais un peu différente de ce que toi, tu avais pu acheter. Et ensuite, je te lance tes ads. Okay. Et je vends ça en plein tarif 15 000. En vrai, j'ai un prix de casse à 12 000, tu vois. J'ai 3 fois 4 000. Si vraiment je fais, tu vois, 3 fois 3 900. Ouais, je vois. Mais c'est des trucs à forte valeur ajoutée, donc il y a quand même pas mal de marge. Et ensuite, tu prends ensuite, je vends un abonnement. Sur le spend ou c'est Non, ça, j'ai essayé. Franchement, c'est un peu de la merde. Ouais. Bah, ça, en fait, je t'explique.
Tant que le client il te paye pas beaucoup, il est content. Dès que ça commence à cartonner, il trouve qu'il te paye trop. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc j'ai perdu des clients avec ça. C'est comme ton sales qui est déplafonné quand au début tu t'en fous et quand ça marche trop bien, tu te dis putain, l'enfoiré, il prend tout ça. Mais bon, ça, c'est des bons problèmes. Ouais, en vrai, c'est des bons problèmes, mais c'est vrai qu'il faut bien calculer quand même quand t'as une agence. Parce qu'à la fin, si tu travailles pour tes employés, bon, je veux bien, tu vois, mais faut pas que le mec, il peut pas cannibaliser le business, tu vois. Clair. Ouais, non, faut faire attention à ce qu'on promet, quoi. Bah, nous, on avait mal calculé, hein, par exemple, tu vois, en retour d'expérience pour notre sales. Ouais. Vous lui donniez trop. Il prenait trop. Il prenait combien, si c'est pas indiscret? Sur un mois à 100K, il prenait plus de 10K. Ah ouais. Et du ouais, coup, non, tu peux pas 10 du coup, c'est impossible. Ah ouais, non. Tu peux pas. Et du coup, on a. Moi, j'ai arrêté, mec, le sales, de faire des sales, Ouais. sales. En gros, moi, je le fais faire par le responsable, maintenant, le directeur. Le sales. Ouais, mais nous, en fait. Mais c'est pas un directeur très opérationnel. Il a derrière des gens en opérationnel. Ok, ouais. Et du coup, il a du temps. Il prend le premier call, si ça passe, il signe direct. Et s'il galère un peu, derrière, je veux bien le rebasculer sur un sales que j'ai sur le groupe. Et en fait, mobiliser un profil très cher pour des petits clients, tout ça pour te faire bouffer ton chiffre d'affaires, genre ça a parfois ça n'a pas trop d'intérêt. Ah, nous, il est double casquette parce qu'en plus, on l'a débauché d'une grosse agence SEO et on l'a débauché d'Eskimos. Donc Ah oui, c'est une grosse boîte, c'est ouais, c'était leur meilleur sales. Ils signaient 250 000 par mois. Wow. Eskimos, donc c'est profil solide. Ah ouais. Et profil 6 ans d'XP en agence, donc en SEO, donc il est expert là-dessus aussi. Donc nous, il a la double casquette. Donc, et en plus, il s'est globalement associé aussi avec nous. Il a pris quand même un peu de part de la boîte. Ok. Ouais, il avait une incentive. Et du coup, tu vois, premier mois, on se rend compte que ça ira pas en termes de package. On avait mal calculé, tu vois, c'est normal, ça arrive de faire des erreurs. On a fait un point avec lui, on a baissé le truc. Et, tu vois, il a même pas dit, on avait dit ce prix-là, machin truc. Tu vois, il est aussi smart. Et vu qu'il a aussi des parts dans la boîte, il a pas non plus envie de cannibaliser ta croissance parce que du coup, il a un fixe. C'est trop cher parce qu'en fait, il était en pourcentage du CA. Ouais. Ouais, et moi, l'avantage, tu vois, de mon responsable, c'est qu'il est en pourcentage de la marge. Ah ouais. Et ça change tout. Et ça change tout. Et il a des paliers. En gros, il a un fixe à 3000. Et je suis en train de dupliquer ce modèle sur toutes mes agences. En gros, il a un fixe à 3000. Ouais. Et la commission, elle se débloque à partir de 25 000 € de marge sur l'agence. Mais ta marge, tu la calcules. Alors voilà, c'est ça qui est dur. Voilà, ce que j'appelle la marge commissionnable. C'est pas la marge en termes comptables, tu vois. Okay. En gros, je vais déduire les frais d'acquisition, je déduis coût d'acquisition, coût de production, le coût de gestion de projet, du coup. Ouais. Et voilà. D'accord. Et les logiciels aussi. Parce que les logiciels aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un gouffre. Ouais, ça monte, ouais. Un gouffre. Nous, on est pratiquement entre 1000 et 2000 voilà, comme moi. par mois. Mais je connais personne qui a un truc qui tourne. Si tu fais dans les 100K, t'es à 1000 à 2000. Parfois, je suis à 2000 et tout. Ouais, ça monte. Sans le marketing. Hein. Ouais, sans le marketing. Ah oui, sans les coûts marketing. Et je déduis les coûts de production et du coup les coûts de gestion de projet vu qu'on les externalise. Okay. Donc en vrai, tu vois, voilà. Par contre, tu vois, s'il y a des bureaux, les trucs comme ça je prends en charge sur le groupe. Ouais, normal. Il faut pas abuser, tu vois. Parce que sinon, ça n'a aucun sens après. Après, je vais enlever mes restos, tu vois. Enfin, non, ça n'a aucun sens. Je vais pas les justifier. Ouais, frérot, j'ai mis 500 € en soirée parce que c'est mon. Ça va, je vais rentrer dans la discussion. J'ai pas envie d'avoir avec les employés. Mais du coup, voilà, il est commissionné sur la marge commissionnable. Mais au moins, ça l'incite à signer OK du deal, mais pas signer n'importe quoi. Ouais, pas rentrer n'importe quoi dans le deal, dans le pipeline. Pas rentrer du client qui va lui péter les couilles. Pas rentrer du client pour rentrer du client avec des prix où derrière tu gagnes rien. Ouais, je suis d'accord. Ça l'incite à bien serrer les prestataires aussi. Au bout d'un moment, moi je peux pas être le méchant tout le temps, tu vois. Faut qu'il y ait des gens aussi qui protègent un peu la barque, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que dans le milieu, quand tu sous-traites, t'as vite fait de perdre énormément d'argent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très nuls ou qui se vendent 3 fois le prix. Ou voilà, c'est de la négo aussi. Tu vois, sinon tu te fais bouffer par tes prestats en vrai. On va pas se mentir. D'ailleurs, toi, les mecs à qui tu délègues sont au projet, donc. C'est ça qui est fort avec le nouveau modèle. Ouais. C'est ça que c'est bien. Je fais moins de chiffre d'affaires qu'avant, par contre. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois, avant, juste sur Rocket, j'arrivais à monter à plus de 150, 170 parfois par mois. Ouais. Aujourd'hui, Rocket, tu vois, je suis plutôt entre 70 et 120, mais par contre, la marge, elle est énorme. Et puis, j'ai que 2 employés dessus. Et puis, tu dors 2 employés, mec. À 2 employés. Et j'ai des employés commissionnés à la marge. Les mecs, ils se déchirent. Le 20, parfois, c'est eux qui m'appellent. Bon, Micha, on a une question. Est-ce que tu peux nous prendre 3 ou 4 rendez-vous semaine pro? On a des leads chauds, mais bon, je pense qu'un collègue avec toi, ça les ferait passer à l'action. On va atteindre les chiffres. Ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Je dis, vas-y, place-les les rendez-vous. Moi, c'est rapide, hein. C'est beaucoup plus simple quand c'est le fondateur qui fait. Bah oui, moi je le vois très bien. Mais après, pour l'instant, moi j'interviens beaucoup sur les R2 du coup maintenant. T'as grave raison, mec. Moi, je fais exactement ça. Ça marche trop bien. Ouais. Ah oui, ça va. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire les Américains. Ouais, là, ils veulent plus bosser du tout. Donc. Non, mais les patrons des gens, s'ils sont en mode. Mais c'est pour ça qu'ils gagnent pas d'argent aussi, les petits. Ils veulent tout déléguer. Moi, je vois, j'ai aidé 2-3 petits en consulting pour essayer de comprendre un peu ce marché-là. Ouais.
j'ai pris 3 petits comme ça en consulting. Il y en a, ils comprennent, mais il y en a, bro, ils font n'importe quoi. Ils commencent à faire 20 000 de chiffre d'affaires, ils veulent tout déléguer, ils font plus rien. Je dis, mais c'est pas ça le business. Ah non. Ouais, mais toi, regarde, mais je dis, mais mec, tu peux pas me comparer. J'ai du levier, j'ai un groupe, j'ai un volume d'affaires, j'ai de la trésorerie, j'ai une structuration, j'ai des employés. Donc ça veut dire que déjà le comptable je fais pas, le juridique je fais pas, j'ai des responsables. Et tu peux pas faire comme moi. Ça marche pas, tu vois. Ils veulent pas, alors que du coup ils enlèvent toute leur valeur. Alors qu'au final, toute leur valeur, bah c'est la valeur de la boîte au final, au début. Même encore, on va pas se mentir, si je viens sur un call moi 30 minutes et que j'arrive à emballer un truc à... Mais en fait, c'est que parfois je comprends pas les gens. Ils gagnent genre 10 fois moins que toi. Ah non, mais moi, je vais pas prendre le call. Mais frérot, même moi aujourd'hui, tu me dis 10 minutes, je prends 2000 euros. J'y vais. Tous les jours, mais oui. Mais c'est pour ça qu'ils gagnent pas d'argent. Bah oui. Parce que ils ont pété un câble. Moi, tu me dis 20 minutes, 2000 euros. Bah, bien sûr que je les prends. Alors que on pourrait très bien dire, même toi, tu pourrais dire, ouais, ça va, vas-y, 2000 balles, on s'en fout, sinon on s'en pas. En réalité, sur ton mois, ça va rien changer. Ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Mais, ça tous les 2 jours. Si t'es dans le mindset et que tu prends, tac, 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 tac. Après, j'ai pas dit d'aller te casser la tête à faire de la prospection toi-même non plus, tu vois. Faut pas abuser, faut garder aussi de la cohérence par rapport à ce que tu vends et comment tu te positionnes. Mais je pense que je sais pas, ils délèguent mal en fait. Il y a des trucs qu'ils devraient pas faire, ils les font, et les trucs qu'ils devraient encore faire, ils font plus. Ouais. Donc ouais, ça c'est un peu, je pense, une erreur principale que je vois là sur les gens plus jeunes qui essaient de scale. Donc du service en plus. Ouais. Putain, mais je suis choqué, mec, parce qu'au final, du coup, putain, la personne qui t'a entre guillemets scam, mec, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, tu vois qui c'est oui, parce qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un, il me dit ouais, je me suis fait scam. Et je dis mais pourquoi et tout. Non, c'est la délit, c'était de la merde et tout. C'était pas cher, mais bon, c'était de la merde. Ouais. Après voilà, c'est le jeu. En fait, moi je me dis, tu vois, on a appris, tu vois, avec Sacha, donc c'est pas grave. Ce qui compte, c'est je t'en fous, c'était pas cher. En vrai, tu t'es pas fait scam 40 000 euros. Tu pas ruiné, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est juste avec le recul, tu te sens un peu bête. Tu te sens con, ouais. Putain. Et du coup, alors, en termes de structure, vous utilisez quoi maintenant en interne, en gestion des projets et tout? Ouais, nous, c'est pas très compliqué. On a Slack parce que toutes les startups sont sur Slack, donc nos clients ont l'habitude. Ah, vous mettez les... Ouais, bah, on a un Slack interne avec... en fait, on a un Slack interne avec des channels par rapport à général, etc., quoi, pour discuter entre personnes de l'agence. Ok. Ensuite, dès qu'on a un nouveau projet, on a un channel interne, donc interne Gmeos X client, et on a un channel externe dans lequel on invite le client. Pour communiquer, pour fluidifier les échanges, etc. Le client, il a un espace, un portail client en gros dans Notion. Okay. Où on met toutes les étapes, il retrouve tous les éléments, tout ce qu'il faut, tous les suivis, l'endroit où on pose le copywriting, tous les éléments du projet, quoi. Ok. Et en interne, pour la gestion de projet, on a Monday. Putain, j'utilise exactement ça. J'utilise Monday. Monday, ouais, très bien, Monday en vrai. Mais mes clients, je les mets pas sur Notion parce que c'est vrai que toi, je pense que vu que t'as quand même, c'est des gros setups entre guillemets avec beaucoup d'étapes. Ouais. Et beaucoup de petits trucs à valider. Tes clients, peut-être qu'ils sont plusieurs parties, ils aiment bien. Rassure, ouais. Mais moi, sur de l'ADS et des trucs comme ça, par exemple, si je commence à mettre ça, mec, je me tire des balles dans le pied. Ouais. Genre, les mecs, ils vont me casser les pieds. Mais un chef de projet, il fait qu'un email. Ouais, ok. Ah oui, ok. Mais parce que c'est un truc plus par étape. Ça, c'est pas comment dire, c'est pas un gros projet de mise en place comme toi. Tu vas refaire un site, t'as tellement de choses qui rentrent en compte dans un site que, en vrai, c'est pas mal. Tu vois, surtout que tu processises aussi ton truc. Mais moi, non, je fais que en email, le point de contact client. Juste, non, l'onboarding, par contre, ça dépend. Hein, les clients grands comptes ou les clients un peu quali, je leur envoie pas un tunnel d'onboarding. Hein. Je fais un appel. Hein. Ouais, tu fais Par contre, les petits clients, j'ai un tunnel, tu vois, d'onboarding. Tout fait avec une vidéo. Ouais, sur Webflow, custom code, custom Webflow, avec un formulaire embed, typeform, un truc basique en vrai. Ouais, très bien ça. Juste ça clignote en haut, ça te grille, ne quittez pas la truc quand vous n'avez pas fait les 4. C'est un truc bidon, hein, toi qui es sur Webflow. Mais ça marche, tu vois. Je l'ai dupliqué sur toutes les agences. En fait, c'est bien pour les petites cibles, les petits clients. Tu vois, les clients, les indépendants et les PME, tu vois. Ils aiment bien, tu vois, ça leur donne du cadre. Mais tu vas pas envoyer ça à... Non, tu vas comme ça à une équipe de 10 personnes, les mecs, ils ont des bacs plus 7, ils vont te regarder, ils vont te dire, tu m'as pris pour un teubé ou quoi. Avec une vidéo, c'est bien d'avoir ne pas faire dans la C'est bien d'avoir des flows différents en fonction de qui t'es en face. Parce que si tu mets le même process et que tu vois, tu perds ta renta sur les petits clients. Parce que nous aussi, on va prendre des projets entre 5 et 10 des fois, tu vois. Je pourrais pas, en fait. Mais du coup, je pourrais pas, je suis mort. Ouais. Je suis mort. Les petits clients, je suis obligé de les cadrer à balle. En vrai. Bah, en fait, tu perds ta renta, exactement. Bah, toi, en vrai, ouais, il y a énormément d'argent à prendre entre 5 et 10. Après, si tu fais de la quali, en vrai, on va pas se mentir.
Moi, je suis transparent. J'ai une agence de site, mec. Là où je gagne de l'argent, c'est sur des sites à 3 000 € faits sur WordPress, mec. Je les sous-traite au Maroc. Ah oui, ça te coûte que dalle. Bah, oui. Ça coûte rien. Au maximum, ça me coûte 700 €, un site à 3 000. Mais je fais rien. 100% délégué. Ouais. Et après, à partir de. En vrai, Webflow en dessous de 3 000. Non, c'est relou. Bah, c'est bien pour un freelance, quoi. Mais t'es pas rentable, toi, si tu fais ça. Ouais, en dessous de 3000, un Webflow, non. Je prends même pas. On fait plus en dessous de 5000. En dessous de 5000. Ou alors Ouais, c'est voilà. de la landing page, tu vois, entre 2005 et 3005, mais c'est un one page. Ouais, c'est presque. C'est pas un template, mais C'est un grosso truc, modo, c'est ouais. une structure, quoi. C'est ça, ouais. Et putain, j'ai vu une agence, je sais pas ce on m'a conseillé ça, parce que je voulais faire un super site là pour mon groupe, justement. Ouais. Je voulais vraiment mettre un beau budget, tu vois, me faire un beau truc, tu vois, un peu créa, mais pas trop non plus, enfin, qui met en avant le groupe, un peu corpo, mais pas trop, enfin, j'avais plein. Je veux être au bon milieu. Et on m'a conseillé, c'était quoi cette agence? C'est une agence qui fait du branding. Putain, je me rappelle plus. Klim. Non, mais des mecs, il faut payer en carte bleue sur le site. Ah bon? Je sais pas qui c'est. En CB sur le site? Ouais. Genre 5000, attends, 5000 la LP, tu payes en CB sur le site, et 10 000, t'as quoi? Je crois qu'ils te font ta brand aussi. Des Français? Ouais. Tu vois pas qui c'est? Non. Là, je t'enverrai. J'ai trouvé ça un peu bizarre, ouais. C'est pas la rampe? Ah si, c'est peut-être ça, ouais. Bah, c'est aussi un pote à Medji, moi je le connais bien aussi, Raphaël, le boss. C'est pareil que vous, ils font comme vous. Bah, c'est eux qui ont fait le site de Cosmo par exemple. Bah oui, ils sont plus petites, Ah, ils sont plus créa. Ouais, small chiquette et plus créa, brand, ouais. Ils sont moins, ils poussent moins le truc. Nous, c'est vraiment nous, notre target, c'est vraiment des boîtes où en gros leur site web, c'est leur. Ouais, c'est de la conf, toi. C'est ça qui est smart. Leur site web, c'est leur Ah, Vivia ton Business. truc, ouais, c'est ça qui est bien. C'est que toi, c'est de la conf. Ouais. En vrai. C'est bien. Donc moi, en vrai. Moi, j'ai une startup, j'ai de l'argent, je vais vers des gens qui maîtrisent un peu la conf et qui me font un branding ça. sympa, mais pas qui vont se branler sur de la créa à 30 ans. C'est ça qui est important pour Ça eux, va, c'est quoi, qu'ils au bout d'un aient le moment, mix entre créa, mais avec une vision growth, donc une vision conversion, acquisition, SEO. Et aussi qu'en fait, ils n'aient pas un site juste joli, mais un site sur lequel ils ont la main près, parce que les startups, elles évoluent tellement vite qu'elles ne veulent pas être dépendantes d'une agence en général, donc elles aiment bien avoir la main. Donc nous, on les forme aussi un peu à la fin. Ça les rassure. Mais nous, on peut monter sur du package. On est monté sur des packages à 20, 25. Quand je dis ça à des mecs qui font du site web tous les jours, pour de la petite PME, ils sont en mode, mais comment tu peux. Moi, je te montrerai. Putain, j'ai pas mon ordi. Putain, je t'enverrai des sites que j'ai vendus sur mon truc, sur mon agence créa, en gros, parce que j'ai un truc où je fais pas mal. J'ai une boîte où je fais du conseil. Ouais. Et genre 360 dans le digital. Et du coup, parfois j'ai des clients qui viennent me voir, des boîtes en réalité. Alors en conseil, j'ai fait des grosses boîtes, vraiment ciblées digital, TikTok et tout. Ouais. Et après, sinon, sur l'agence, tu sais, j'avais monté une agence. Enfin, en vrai, je dis j'ai monté une agence. Moi, c'est juste des marques à l'intérieur d'une boîte, hein, d'une société. C'est ma manière. Moi, en fait, c'est la manière dont j'ai décidé de. Quand je suis arrivé sur les 100K par mois, mon modèle, au début, je voulais scaler une ou deux offres, qui étaient des marques en fait d'agences. En fait, je suis transparent avec les gens. Quand on dit groupe, ça veut tout rien dire. Il faut que les gens comprennent. Les amis, comprenez, s'il vous plaît, si vous regardez, les mots, en fait, ne veulent rien dire si on vous explique pas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un groupe de 3 pizzerias à Saint-Tropez, ton truc, il vaut 30 millions. Alors que d'extérieur, tu peux croire que c'est une grosse merde. Et tu peux avoir aussi un groupe qui a l'air fou furieux. Par exemple, le mec, il dit, j'ai 10 agences immobilières en franchise. Il est franchisé, il possède 0 agence et son groupe, il vaut moins cher qu'une belle pizzeria. Et ça, les gens, ils ont pas compris. Donc moi, je suis transparent. C'est un groupe de marques. Voilà, c'est un groupe de marques. Même si j'ai aussi une holding dans le sens du groupe, tu vois, type holding, mais on peut pas parler de groupe genre le vrai groupe qui rachète des sociétés, qui fait du levier et tout. C'est pas ce que je fais encore, tu vois, un jour peut-être. Et en gros, du coup, je me suis dit, en fait, au lieu d'aller chercher vertical, en fait, j'ai commencé à voir qu'à partir sur les modèles agences, quand tu veux être assez libre et voyager, etc., et pas trop te faire chier, vous êtes deux, donc déjà, vous avez, je trouve, plus de contrôle et tout. Mais quand tu es tout seul, si tu veux pas trop te faire chier, j'ai compris qu'à partir de 100 000, en fait, limite, valait mieux refuser des clients et mettre des gens en file d'attente et prendre que les bons clients. Si tu as de la bonne acquisition qui te permet… Par exemple, si tu as une acquisition qui te permet de rentrer 150 et que tu prends 100, franchement, tu es dans le sweet spot. Tu peux rentrer que les bons clients, tu rentres que des gens bien. Tous les mois, vu que tu fais de l'étalement de paiement, tu as 30-40 000 qui retombent tous les mois en automatique des étalements d'avant. Tu re-signes tes nouveaux deals. Franchement, c'est un sweet spot et tu arrives à avoir des bons taux de marge. Et moi, je me suis dit, je préfère faire ça et démultiplier des marques d'agences dans des thématiques différentes. Et à chaque fois, je suis avec des équipes différentes et je sous-traite tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette idée, tu vois, entre guillemets, de faire plutôt en horizontal. Et je te disais ça, je sais plus de quoi on parlait. On parlait des trucs de branding, non? Putain, pourquoi je t'ai dit ça?
Je sais pas, t'as peut-être tunnel, mais c'était intéressant. Mais toi, t'as pas peur que ce soit un défocus, du coup, d'avoir plusieurs verticales? En fait, vu que c'est un peu près le Non, parce que moi, je fais pas d'opérationnel. Ouais. Je déteste. Ouais, mais du coup, ton marketing, il est différent. C'est des sites différents. Les gens, ils savent pas que c'est la même société. C'est ça, tu vois. Ouais. Ils savent pas que c'est la même société. Bah, en fait, il faut faire une par une, quoi. C'est ça. T'en montes une, tu la stabilises, après tu montes une autre. Ok. Ouais. Et donc, tu te dis que. Mais après, j'ai les ressources groupes, justement, qui sont allouées juste au développement de marque. Ouais, ok. Ça, c'est mes ressources sur le groupe. Tu peux les poser sur. Donc ça, j'ai 2-3 personnes, tu vois. Ouais. Comptabilité juridique, et après marketing et sales. C'est vraiment les ressources groupes que j'ai, tu vois. Ok. Et après, quand je développe un truc, j'essaye de mettre un responsable. Mais là, je fais un peu machine arrière. Ça m'a un peu saoulé. En fait, c'est chiant à gérer parce qu'il faut quand même un responsable. Et du coup, c'est quand même de la masse salariale. Et du coup, en gros, là, le modèle que j'ai trouvé qui est pas mal, c'est qu'en gros, si je trouve un mec qui est vraiment bon en delivery, dans son domaine, je lui fais une licence d'exploitation. En gros, moi, je crée une marque, je fais le marketing, je fais le commercial et je lui fais un contrat avec une exclusivité sur la délivrabilité. Et on fait 50-50 sur la marge. Ah ouais. Mais par contre, c'est ma marque. Ok. C'est moi qui encaisse les clients, c'est mes clients. Et juste, je reverse 50% de la rentabilité et lui, il gère toute la sous-traitance. Ok. Ah ouais. Mais c'est des contrats, si tu veux, je sais plus le nom exact juridique. En fait, je peux pas sortir du contrat si lui, il me délivre le volume et qu'il y a de la satisfaction client. Ok. En gros, je peux pas au bout de 2 ans lui dire ciao, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est pas mal parce que du coup, t'as pas besoin de te faire chier à gérer de la delivery. On va pas se mentir, la delivery, c'est chiant. C'est 80% du travail et il y a zéro marge. En fait, c'est de la dépense, quoi. Il n'y a pas de marge dans la delivery. En fait, il n'y a pas de marge. Bien sûr que si, tu vois, entre guillemets, t'as compris ce que je veux dire. Oui. La performance financière, elle est sur le marketing et la vente. Ouais. Après, bon, la delivery, si tu la fais bien, c'est ton marketing parce que tu auras du bouche à oreille. Mais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'était case study, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais en même temps, c'est chiant. Parce qu'une fois que tu as signé et que tu as signé le deal, bah en fait, bien délivré, ça te ramènera sur le long terme en fait, de la stabilité, mais ça va pas te ramener de l'argent demain. Non, c'est sur du long terme. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic. En fait, juste, j'en avais marre en fait, tu vois, moi, de la delivery. Et en fait, l'opérationnel, moi, ça m'a pété les couilles. Franchement, ça m'a. En fait, j'en ai tellement fait à Paris, j'étais tellement en burn-out, enfin pas en burn-out, mais t'as compris, que ça m'a fait chier en plus. Nous, on a été à la limite avec Sacha avant de commencer à déléguer, justement. C'est pareil, hein. Nous, on n'en pouvait plus à la fin. Donc on s'est dit, en fait, on a commencé à déléguer quand en fait, on n'avait plus le choix de déléguer, tu vois. Ouais, vous avez fait comme ça, en fait. Je me dis que c'est une bonne façon de faire, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, ouais, c'est bien, ouais. Tu t'assures que ça va dans le bon sens, tu vois. C'est bien. Mais après, en fait, c'est juste qu'au niveau des agences, tu as plusieurs options, en fait, tu as plusieurs optiques. Tu as des gens qui veulent avoir un business et le développer le plus haut possible. Tu as des gens, ils font ça juste pour générer du cash flow pour lancer d'autres choses. Ouais. Moi, c'est vrai que je le vois plus comme ça, les agences. Du coup, je me dis, quel est le plus rapide? Si je vois que sur une agence, j'ai un modèle qui me permet d'aller chercher très rapide 40, 60, 70 cas de cash flow, bah, je me dis, je préfère développer ce modèle. Et quand je me rends compte que même ce modèle, il est trop difficile, je me dis, bah, tu sais quoi? Si j'ai un autre modèle qui me permet d'aller chercher 30, 40 cas de cash flow en sous-traitant à quelqu'un, bah vas-y en vrai. Ouais, t'as raison. Parce qu'en fait, au moins, j'ai pas besoin de travailler. Ouais. Donc en vrai, c'est pas grave, je gagne moins, mais en fait, en cumulé, c'est plus intéressant. Et dans tous les cas, on va pas se mentir. À part, tu vois, quand tu staffes vraiment une boîte à la Eskimos ou des boîtes comme ça, il y a personne qui est jamais devenu milliardaire. Enfin, peut-être à l'époque et tout, avec les publicités machin, mais je sais pas si on devient vraiment milliardaire avec une agence comme ça. Tu vois. Compliqué. Même Eskimos. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait et tant que tu revends pas, en vrai, ça vaut rien. Enfin, ça vaut, mais il faut revendre. Tu fais du cash flow tous les mois, mais c'est pas, tu vas pas. Ouais, mais bon, si t'es staffé avec des employés et tout, le cash flow. Pas énorme. Surtout en France et tout, tu peux rien te sortir. Moi, donc, c'est un peu ma spécificité, tu vois. Et ça, moi, je m'en cache pas. Je pense qu'il y a des gens, Moi, tu sais, il y a un truc qui m'énerve en ligne, les gens qui disent, ouais, mais moi, je viens de zéro. Arrêtez, s'il vous plaît. 90% des gens qui entreprennent en France viennent de la classe moyenne. Ouais. Vous venez pas de zéro. Dites pas ça. Il y a des gens qui viennent vraiment de zéro. C'est pas cool, tu vois. Il y a des gens qui viennent vraiment de zéro, ils ont grandi dans des quartiers où on parle même pas bien français. Donc c'est déjà dur de s'en sortir quand t'as pas appris à bien parler français. Donc il faut pas, tu vois, j'aime pas trop ce truc. Et moi je m'en cache pas, je vais pas dire, alors mes parents m'ont pas genre mis de l'argent dans mes boîtes, tu vois. Et moi je viens d'une famille où de base, je suis même pas obligé de travailler. Si vraiment j'ai envie de me branler les couilles, j'ai des cousins, ils travaillent pas. Ils travaillent pas. Ils vont dans les maisons de vacances, chez mon oncle, chez ci, chez là. Ils travaillent un peu comme ça, ils font des petits trucs, mais ils travaillent pas, tu vois. Sincèrement, ils s'en foutent parce qu'ils savent que dans tous les cas, bah,
S'assurer, quoi. Ils vont pas finir à la rue, quoi. Ouais. Ils finiront pas à la rue et puis ils vont bien héritage à un moment, tu vois. Ouais. C'est une façon de voir les choses, tu vois. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je pense que j'ai une approche au travail qui est pas la même. Et moi, à la base, quand j'ai commencé à travailler, c'était pour keep up, entre guillemets, un lifestyle des vacances et de comment je vivais quand j'étais plus jeune. Et que quand j'étais grand, après, mes parents me disaient, si tu viens pas avec nous, juste on va pas te payer, quoi. Ouais. Et souvent, quand t'es né dans ça et que tu grandis et que tu te rends compte le prix des choses, t'es là, c'est quand même, c'est pas donné. Surtout quand t'es pas propriétaire. Parce qu'en fait, le lifestyle comme ça, tu vois, les vacances et tout, genre dans les beaux endroits, quand t'es propriétaire, ça va. Parce que tu payes que les extras. Encore, ils sont toujours potes et tout. C'est le pote de lui, c'est le pote de lui. Les tables, on payait rarement, moi, quand j'étais petit. Puis il y a toujours quelqu'un qui invite l'autre. Ou qui connaissent le patron, le machin, le truc. Mais par contre, et que les maisons, ils ont les maisons. Mais quand tu vas commencer, t'es plus jeune et que tu dis, je vais aller à Saint-Tropez louer une maison l'été. Tu vois que la maison, elle est à 100 000 € la semaine. Tu te dis, mais waouh, c'est insane. Et d'ailleurs, j'en parlais souvent. La dernière fois, j'étais chez mon meilleur ami d'enfance. Son père qui a des villas un peu de fou comme ça. C'est un très bon pote de mon père et on y allait souvent quand j'étais petit. Il me disait, mais moi je comprends pas. Je lui dis, j'ai des potes dans le digital et tout, ils ont fait un peu d'argent et tout, ils louent des trucs comme ça. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, putain, faut vraiment être un blaireau pour louer ma maison à 120 000 par mois, par semaine. Je lui dis, mais attends, comment ça? Il me dit, mais ils ont pété un câble. Il me dit, moi j'ai les moyens d'avoir la maison, jamais de la vie, je paye 120 000 € une semaine de vacances. Il me dit, t'as pété un câble. Ouais, de fou. Ouais. Il me dit, mais ils sont fous ces gens. Il me dit, mais moi quand je loue, j'en reviens toujours pas. Il me dit, parce que moi à la base, les maisons, je les ai achetées pour kiffer et quand j'ai vu que je pouvais les louer en courte durée comme ça aussi cher, je me suis dit, mais c'est magnifique, j'achète la vidéo et je la rentabilise avec 3 blaireaux par an. 120 000 par. Ouais, même eux, ça leur paraît genre ouf. Et c'est des gens qui pèsent des centaines et des centaines de millions d'euros. Hein. Ouais. Donc des gens très riches. Et qui, même eux, te diront, moi, je vais pas faire ça, tu vois. Ou à part vraiment, des milliardaires, tu vois. T'es milliardaire, mais dans un autre pays, tu vois. T'es milliardaire, par exemple, je sais pas, tu pars une semaine par an avec ta famille, t'as envie d'aller à New York, bon, d'accord, tu peux t'envoyer un truc un peu exotique, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est assez drôle. Et du coup, je pense, c'est vrai que j'ai pas le même. Je disais ça pour dire que j'ai pas le même rapport au truc, en fait. Dans le sens où je le fais. Tu fais pas que pour l'argent. En fait, si je travaille trop et que ça me casse les couilles, j'arrête. Même si ça rapporte 20 000 ou 30 000 de plus, tu vois. Passer un palier, faire quoi des 30 000 passer un palier, ça te change plus ta life. En fait, ça va rien changer, tu vois. J'ai 30 000 de plus, 30 000 de moins. En vrai, ça va pas me. Au quotidien, ça va pas changer ma vie. Si, ça va changer ma vie, que je vais me casser le cul à devoir gérer les clients, devoir faire ça, à devoir gérer. Et moi, ça m'a saoulé, tu vois. En fait, ça va te changer plus dans le négatif, au final. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, je préfère me dire, je vais passer du bon moment à la place et réfléchir à des projets. Par contre, j'aime bien, tu vois, me réfléchir à des gros projets, des trucs peut-être de SaaS, parce que je sais que la différence, elle sera faite sur ça, sur le long terme. Ouais. Et c'est pour ça, l'agent, je le vois plus comme, tu vois, un outil qui t'achète ta liberté. Et après, je vois pas nécessairement l'intérêt d'aller trop le scaler à fond. Ouais, parce qu'en fait, tu commences à voir qu'au bout d'un moment, la courbe, elle commence à s'aplatir grave. Tu le vois, toi, ça ou pas? Ouais. C'est chiant, au final. Après, tu travailles plus et tu gagnes moins. Ouais. Puis, en fait, si tu arrives à faire, je sais pas moi, 70 000 par mois de bénéf, c'est très bien. Ça te permet en plus d'avoir. Ensuite, tu t'achètes du temps parce que du coup, tu délègues. Et on va pas se mentir, le sweet spot, c'est que tu fais 110 000 de CA et il te reste 70. Et tu fais rien, et tu délègues tout. Ah bah ouais. Franchement. Tu fais quelques calls si besoin pour du truc comme ça. Tu vérifies, t'as des gars quand même en interne qui supervisent comme si c'était chez eux. Ouais. Derrière, t'as un peu d'abonnement et tout, comme ça, t'as pas trop d'efforts marketing. C'est ça. Franchement, c'est parfait. Nous, c'est l'objet. Et c'est ce qui te permet de faire le modèle remote aussi. Ouais. Parce qu'après, on peut aller chercher plus, mais après, en full remote. Compliqué parce qu'ensuite, moi, j'y crois pas trop, frérot. Hein. Le coup Dream. Moi, j'y crois pas. Ouais, moi, j'y crois pas parce qu'en fait, normalement, quand tu commences à passer les 150, on va dire, il te faut des managers. Et un manager, c'est trop dur en remote. Il te faut des teams. Moi, par exemple, pour qu'on passe 150 en termes de fiscalité, tu peux plus t'expatrier. Bah, après, en fait, nous, on est full remote. Hein, et nous, c'est des profils en France qui sont en limite contrat freelance temps plein, tu vois. Oui, mais bon, t'es ici, donc après, t'es tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec qui fait ça en France, déjà, il faut qu'il fasse 2 fois le bénéfice pour gagner. Il faut gagner 2 ou 3 fois le bénéfice pour gagner ce que toi, tu gagnes ici. Ah oui, bah oui. Ça sert à quoi? Si ta boîte, tu la revends jamais, ça sert à rien. Ah ouais. Tu travailles pour rien. C'est science sans conscience n'est qu'urine de l'âme. Mais c'est vrai. En vrai, c'est les gens intelligents résoudre des problèmes que les gens sages n'ont pas. Non, mais en vrai, j'étais comme ça avant. Mais maintenant, je me dis, il faut pas être intelligent, il faut être sage. Pourquoi je vais aller me casser la tête à résoudre un problème alors que si je me décale comme ça, j'ai pas ce problème? Et surtout que c'est pas un petit problème. C'est pas un petit problème, c'est du racket.
Franchement, ça En vrai, et même moi, mon père et tout, alors que c'est un vieux de la vieille. Hein. Il me dit, bah, t'as raison. Hein. Il me dit, moi, j'aurais été à ta place, j'aurais fait pareil à ton avis. Surtout que la situation en France, elle est de pire en pire. Donc, ça va. Encore. Les raquettes, c'est abusé. Toi, ça va bien te changer de venir ici, là, du coup. Ouais. Ça va te changer la life, là. Ouais. Surtout donc ça va parce que nous, on est venus en société, en vrai, voilà. En fait, quand t'as beaucoup de freelance, ça va, entre guillemets, mais mais quand tu fais... Là, nous, on peut se payer comme on veut. Belle vie. Ton EBITDA, ton EBITDA, il est dans ta poche. Ils te prennent pas 50%. Ouais. Tu vois, et même, en fait, juste rien que la pression de ne pas avoir à tenir une compta trop compliquée. Vraiment. Tu vois, ici, tu prends un petit comptable à 200, 250 balles. Ça, non, en fait, en France, le problème, c'est pas de tenir la compta. Le problème, c'est que même quand tu fais bien ta compta, t'as peur qu'on vienne te saisir tes comptes, t'as peur qu'on vienne te mettre une saisie de tiers détenteur, t'as peur qu'on te mette un rattrapage de je sais pas quoi. Et en fait, même en faisant bien, t'as l'impression que tu à tout moment, tu peux te faire niquer. C'est ça. Donc, en fait, les gens font quoi? Bah, ils trichent. Parce qu'en réalité, le mec qui triche pas en France, bah, c'est celui qui se fait le plus baiser. Ah, bah, clairement. C'est triste. Ouais. Et c'est pour ça que c'est rageant. Et limite, c'est celui qui triche le plus qui s'en sort le mieux. En fait, c'est abusé, c'est rageant. C'est ça, c'est qu'au lieu d'être focus sur développer ton business, t'es focus sur comment tu peux essayer de magouiller pour pas qu'on te prenne trop d'argent. Moi, tu sais quoi, j'avais eu une idée, j'avais eu un concept. J'avais dit en France, ils devraient faire un truc. Si tu payes de l'impôt, si tu fais tourner de l'URSSAF et de l'impôt de société, ils devraient faire un cashback en revenus non taxés. Ça serait smart en vrai. Dire voilà, t'as dépensé tant en URSSAF. Grâce à toi, tu as généré tant d'URSSAF, tu as généré tant en IS, tu as collecté tant de TVA. Bah, on te met un cashback sur tes revenus, tu peux te sortir du salaire net d'impôt, sans URSSAF, sans rien. Bah, je te jure, on resterait tous. Mais clairement. Si là, il te disait, en France, t'es déplafonné, voilà, toi, tu fais tant, donc vas-y, t'es déplafonné jusqu'à 30 000. Si tu fais plus, on te déplafonne à 40, à 50, à 60 par mois. Moi, je serais resté en France. Mec, tu restes en France. Bro, je sors et tous les week-ends, j'irai redépenser une partie de mon argent pour faire tourner l'économie. Bah ouais. Mais en France, t'as plus envie de dépenser. En France, il y a qui dépense? Il y a que les étrangers. Moi, je dépense en France maintenant parce que je reviens, je sais qu'il n'y a pas de taxes sur mes revenus. Donc, je suis content de revenir en France et de dépenser. Et même, tu récupères 12% en repartant à l'aéroport. Magnifique. Le système, il est trop mal fait. Ça veut dire qu'il n'y a que les touristes qui bénéficient du délire. Nous, on n'a pas réfléchi à notre première année. On fait, même l'année où on fait 140 000, on a dit, les gars, ça y est. Ils prennent 70 000, ça y est. C'est ciao, tu vois. Nous, on est parti direct. En plus, on voulait voyager un peu. On voulait aussi dans un environnement où on pouvait bien bosser. Tu vois, l'énergie à Dubaï, elle est folle. Ici, tu parles en millions. Tu vois, en France. Ouais, exactement. En fait, ici, ce que j'aime bien, c'est que même avec nos trucs, on est des petits joueurs. Mais en même temps, on a la belle vie. C'est ça. On est les riches des pauvres. Ouais, c'est ça. À Dubaï, ouais. À Dubaï. En France, mais en même temps, on a une vie de riche. Ouais. En vrai, en fait, ici, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, tu te sens pas stressé. Il fait bon vivre. Ouais. T'es là, tu roules, tu machin. Ouais, tu fais ta vie, t'es pas stressé. Ce que t'as gagné, c'est gagné. T'as beaucoup moins de stress. Moi, j'ai beaucoup moins de stress depuis que je suis ici. C'est fou. Ouais. Genre, moi, je me rappelle, la boîte et tout, c'était chaud, j'étais stressé, tu vois. Les salaires, les machins, je me réveillais la nuit et tout parfois. Ouais, tu fais de l'anxiété. Hein. Ici, tu fais de l'anxiété de ouf. Alors qu'ici, tu sais que ton argent, tu te fais un virement dans ton compte en 2 minutes, clac, clac, clac. Ouais, t'es pas là, attends, je l'ai fait, il faut que je le remette en compte courant. Attends, non, mais c'est en dividende, mais nana. Ah, mais du coup, il faut que je mette tant de côté pour payer mon IR derrière. Ah, c'est bon, c'est trop chiant. Un enfer. Casse les couilles. Bah, du coup, pour ça, tout le monde se barre. Hein. En vrai. Mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a que les gens qui gagnent pas d'argent. Je trouve ça dommage en vrai, au final, tu vois. Parce que toute la valeur, elle part, elle se délocalise, mais en même temps, c'est leur problème. Hein. Bah, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il y a de la Aujourd'hui, il y a de la concurrence. On va pas se faire baiser comme ça. En vrai. Puis en plus, du coup, tu as un avantage concurrentiel, nous ici. Bah tu oui. vois, de fou. Tu peux vendre moins cher pour être plus rentable, du coup, tu vois. Nous, par rapport à pas mal d'agences françaises, on va être moins cher. Et plus quali. Mais parce qu'on peut se le permettre, parce que du coup, on est plus rentable. Mais en France, ils sont obligés de facturer ce prix-là parce que déjà pour payer leurs employés, il y a tout ce qui est cotisation salariale, enfin tous les trucs qui font. En France, t'es obligé d'allumer le client. Ouais. Et en fait, sinon, ils sont pas rentables. Et nous, en fait, on facture des fois 50% moins cher. Ouais. Et on est 2 fois plus rentable. Ils sont choqués, les gens. Putain, ouais, c'est. C'est un peu tout le problème, mais bon, qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça. Hein. Peut-être ils s'en rendront compte. Hein. Petit à petit, ils vont tous faire le switch maintenant. Ils vont tous venir à Dubaï ou dans des partis. Hein. Ouais, franchement. Ceux qui font un peu d'argent, en tout cas, ils sont partis. Ouais. Et il reste que les gens qui gagnent rien. Ouais. Après, moi, je kiffe retourner en France et dépenser. Hein. Ouais, moi, ça me manque hein, aussi. Hein. Tu vois, là, on y sera cet été. Ouais. Là, on part à Bali 1 mois et demi. Sympa. Là, bien. Ah ouais, parce qu'il fait trop chaud là. Il fait trop chaud. Ouais. Moi, je pars aussi là, mardi. Tu pars mardi, ouais.
Après juillet, on va être en France, slash Europe. On va aller peut-être un peu au Portugal, voir les copains, la famille. Sympa. Et mois d'août, on se tâte à faire un mois à Miami. Ça peut être cool. Ah, Miami, c'est pas mal, ouais. En plus, c'est un mois où c'est un peu plus calme pour le business de service. Ouais, Miami, c'est... Ouais, de ouf. Miami, c'est très sympa. Moi, je vais aux States en juillet, normalement. Et en août, je sais pas, je vais voir. En août, j'aime bien partir à droite à gauche chez mes potes et tout. Ouais. J'aime bien rester en Europe, tu vois. Je trouve qu'il y a l'Italie, il y a la Côte d'Azur, il y a Mykonos, il y a Ibiza. Il y a quand même pas mal de choses super sympas en août en Europe. Ouais, on sera dans le sud aussi. Vraiment kiffé. En juillet, Marseille, Nice. Ouais, c'est bien en vrai. Et non, mais c'est bien, on est tranquille ici. Hein. Mec, c'est cool d'avoir fait ta connaissance. Grave. Je te connaissais pas, maintenant je te connais un peu plus. Ah, de ouf. Mais tu vois, Mehdi, je l'ai kiffé. J'ai croisé au WeWork, je lui ai dit, ah, mec et tout. Il m'a dit, ah, je te présente, il est super sympa et tout. Ouais, mec. Il m'a dit, ouais, vas-y, je suis trop chaud et tout. Et moi, en plus, t'as vu, le podcast, c'est chill, c'est pas. C'est une discussion, c'est ça qui est cool. C'est pas genre de la branlette intellectuelle où tu viens montrer que t'es. Moi, je sais que les gens qui me connaissent pas d'extérieur, ils voient mon Insta. Je vais pas mentir, je fais un peu fils de riche. Hein, je sais. Et c'est aussi ce que je dégage de mon Insta. Ouais. Et quand je parle aux gens et que je rencontre les gens, ils me disent, ah putain, en fait, on est étonné, t'es quand même assez authentique. Ouais, c'est ça. Oui, j'aime bien les belles choses, tu vois. Je vais pas faire le mec. J'adore les belles choses. J'adore les belles choses, les beaux endroits, bijoux, les beaux endroits, etc. Ouais. Mais c'est pas que je vis pas pour ça dans le sens, tu vois, matérialiste du truc. Ouais. C'est plus moi passer des bons moments, rencontrer des gens intéressants, des bonnes discussions. C'est ça qui est intéressant, je trouve, tu vois. Donc c'est bien. Bah, on pourra refaire un podcast. Mais là, on est dans le noir, quoi. C'est vrai que là, ouais, parce que j'ai bloqué à 8000 ISO. C'est pas grave, en vrai. Mec, merci. Attends, je vais sortir. On est good. On refera peut-être un autre épisode. Ça se trouve, on va avoir plein de questions. On dira aux gens de poser des questions. On passera sur notre podcast aussi. De ouf, mec. Ah ouais, je serais trop chaud. Vous en avez déjà lancé un? Vous allez le lancer? On a fait 2-3 épisodes. Ouais, donc, vous le faites où? Chez vous? Ouais, chez nous en détente, sur le canapé. En plus, vous êtes haut en étage? On est à 31. Et on voit la vue? On voit un peu la vue, ouais. Putain. Ça peut être sympa parce que je pense qu'en plus, t'as un microphile qui parlerait un peu à notre target. Donc, de ouf, mec. Ouais. Bah, je serais trop chaud, mec. Avec grand plaisir. Bon, bah, trop cool. Merci, frérot, en tout cas. Et si vous avez des questions, bah, en tout cas, posez-les dans la description. Comme ça, au moins, si jamais je vais sur leur podcast ou un autre épisode, je pourrais répondre, quoi. Yes, carrément. À plus, les gars. À plus. Salut.